306 milliards de courriels sont échangés chaque jour. 70 millions de publications Instagram sont publiées en 24 heures et 500 millions de tweets sont partagés quotidiennement. On est entouré de tonnes de contenu et le monde de la communication bouge rapidement. Vous écoutez C'est comme ça, un balado en toute simplicité, propulsé par l'équipe de Capital Images, qui se veut une incursion dans l'univers de la communication, du marketing et des agences. Bienvenue à cet épisode du balado C'est comme ça. Je suis en compagnie de mes collègues Audrey Huot-Grondin, conseillère principale chez Capital Images. Bonjour Audrey. Hello Julie. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Et aujourd'hui, on a notre invitée spéciale qui est notre collègue Daphné Tran-Perrault, qui est notre spécialiste en marketing numérique chez Capital Images. On est super content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour les filles. Ça va bien? Oui, vous autres. Oui, on est contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour cet épisode-là parce qu'on aborde un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment, qui est d'actualité, ma foi, presque tous les jours dans l'actualité. On parle d'une percée majeure de l'intelligence artificielle dans l'industrie des communications, mais dans le monde en général, ChatGPT. Alors, j'aurais aimé ça peut-être, Daphné, que tu nous donnes une définition simplifiée de ce qu'est ChatGPT, peut-être pour les auditeurs qui connaissent un petit peu moins ce que c'est. Donc, ChatGPT, c'est un agent conversationnel. C'est un outil qui permet de reconnaître les modèles linguistiques, puis qui peut nous fournir des réponses par rapport à des demandes qu'on lui fait. On peut lui poser des questions, on lui donne de l'information et il nous répond. On est capable d'avoir une conversation avec cet outil-là. Donc, il va se rappeler aussi de ce qu'on lui donne comme information pour vraiment, comme dans une conversation normale, d'avoir un espèce de fil conducteur à cette conversation-là. Ça s'appuie sur plus de 175 milliards de paramètres, donc c'est énorme. Et puis, c'est un outil qui est un peu différent des agents conversationnels qu'il y avait avant, parce que, évidemment, ça ne vient pas d'arriver, ces agents conversationnels-là, ça existait déjà. Mais la différence maintenant, c'est qu'à cause de ces paramètres-là, il y a beaucoup plus de données. Puis, l'outil est capable de plus comprendre le contexte et le ton de la conversation. Donc, ce qui nous donne un peu plus l'impression de discuter avec un vrai humain. Ben oui, Exactement. Moi, c'est rendu mon BFF, ChatGPT. Ah oui, oui. C'est vraiment un outil fantastique. On peut vraiment avoir des vraies conversations avec cet outil-là. Puis, l'outil de base qui est disponible gratuitement actuellement, ChatGPT 3.5, n'est pas connecté à l'Internet, donc les données s'arrêtent à 2021. Mais il y a maintenant ChatGPT 4 qui est sorti, qui est disponible avec un abonnement payant, qui, lui, est connecté à Internet. Puis maintenant, on est capable d'avoir beaucoup plus d'informations. On a justement notre collègue Stéphane, qui a la technique, comme toujours, qui a mis ChatGPT 4 au banc d'essai. Puis le commentaire qu'il nous a donné, c'est que ça va vite, ChatGPT 4. Vraiment intéressant, Daphné. D'ailleurs, Audrey, tu as eu une belle discussion, un entretien avec Bruno Guglielminetti, qui est spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques. Tu as eu la chance de t'entretenir avec lui, puis on va aller écouter justement cette entrevue-là. Puis si vous permettez, après, on va poursuivre la conversation. Nous avons demandé à ChatGPT de nous rédiger votre biographie. Donc, la voici. Bruno Guglielminetti est un expert en communication numérique et en stratégie digitale, né en 1968 à Montréal. Il est diplômé en communication de l'Université du Québec à Montréal et a commencé sa carrière dans le journalisme, travaillant pour diverses stations de radio et de télé. Au cours des années 90, Bruno s'est tourné vers l'univers numérique et a rapidement acquis une expertise dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est ainsi devenu l'un des pionniers de l'Internet au Québec, lançant plusieurs projets novateurs tels que Branchez-vous.com, l'un des premiers portails web au Canada. Au fil des ans, Bruno a occupé divers postes de direction dans des entreprises du domaine de la communication. Aujourd'hui, Bruno est consultant en communication numérique, conférencier et chroniqueur dans plusieurs médias. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'impact des nouvelles technologies sur notre société, notamment le Code Québec, les 7 différences qui font de nous un peuple unique au monde. Bruno est une personnalité reconnue dans le domaine de la communication numérique et est régulièrement sollicité pour son expertise dans les médias, les conférences et les événements.
Bonjour Bruno. Bonjour. Pas sûr que vous adressez Est-ce à la- que, Je suis pas sûr que vous adressez à la bonne personne après avoir entendu ça, là, mais bonjour. ben c'est ça ma question, c'est exactement ça ma question. Est-ce que ChatGPT a raison? Ben, sur mon nom, oui, mais pas sur ma date de naissance. Mon cheminement, oui, mais j'ai pas été à l'UQAM, j'ai pas étudié à l'UQAM. J'enseigne à l'UQAM, là, mais j'ai jamais été à l'UQAM comme étudiant. Je suis passé par l'Université de Montréal. Sinon, oui, j'ai fait longtemps dans les médias. Et puis aujourd'hui, je suis consultant et podcasteur, si on résume ça, là. Sinon, oui, j'ai fait des bouquins, mais pas ceux qui sont mentionnés. Je suis complètement impressionnée. Donc, est-ce que ChatGPT a toujours raison? Je pense qu'on a la preuve aujourd'hui. Ben, il écrit, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est ChatGPT, et c'est vrai de tous les agents conversationnels, là, ils sont affirmatifs. Donc, ils affirment des choses, et si on ne connaît pas le sujet, on peut rapidement se faire berner. Donc, tout ça est vrai, mais c'est juste que les lieux, les titres, les dates ne sont pas bonnes. Wow, OK, c'est super intéressant, mais c'est bon à savoir. C'était intéressant de se prêter à l'exercice. C'est justement notre collègue Daphné qui nous avait proposé ce petit exercice-là. Mais Bravo, ça nous bonne idée. démontre justement un peu qu'est-ce qu'est ChatGPT, justement. Puis on sait que le monde des communications est vraiment en énorme évolution. La question qu'on se pose, puis qui est sur toutes les lèvres actuellement, c'est est-ce que la fin des communications telles qu'on les connaît aujourd'hui? Oh, je ne pense pas que c'est la fin. Moi, je pense que c'est les médias se sont toujours métamorphés au fil du temps. On n'a qu'à penser au début de l'information. C'était des messagers qui se promenaient d'un village à l'autre. C'était même pas ici, là, c'était plus en Europe. Ouais. Et c'était des messagers qui se promenaient pour amener les nouvelles d'un bord et de l'autre. Évidemment, bon, ça a fait son temps. Puis après, l'imprimerie est arrivée. Ça s'est métamorphosé. Il y a eu des métiers qui ont été créés, ceux de journalistes. Puis après, tranquillement, pas vite, ben, la radio est arrivée, la télé est arrivée. Là, tout ça a été chamboulé quand l'Internet est arrivé, parce que là, ça changeait un peu l'ordre des choses. Quand le journalisme citoyen est arrivé, ben là, ça a encore plus changé le paysage. Et puis, les réseaux sociaux, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Et aujourd'hui, ben, l'intelligence artificielle, ça vient s'ajouter à ça. Est-ce que ça va avoir des impacts? Oui. Est-ce que ça va changer fondamentalement l'information? Je ne pense pas. Intéressant. Puis justement, est-ce que ChatGPT peut être considéré comme un créateur de contenu à part entière ou est-ce que c'est plus une notion d'assistant, de création qui ferait plus de sens? Ça, j'aime tellement ça parce que moi, depuis 1994, je parle de technologie et c'est un des rares domaines où on peut dire aujourd'hui non et demain, on pourra dire oui. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, non, mais demain, probablement. C'est-à-dire, et puis là, je vais quand même donner un petit peu plus de détails là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, comme on les connaît, les agents conversationnels doivent quand même commencer à travailler à partir d'une requête. Donc, il y a quelqu'un qui doit leur envoyer une requête et à un moment donné, au gré de l'actualité, ben, les requêtes vont changer. Et dans ce sens-là, ben, on peut lui demander de faire un résumé à tous les jours des grands sujets, sauf que je me suis amusé récemment à faire ça avec des agents conversationnels qui sont branchés là, sur Internet et ils sont je n'ai pas de mauvaise foi, mais ils sont tellement débranchés de l'actualité. Quand on leur demande justement, ils vont dans des concepts vagues. La 5G va changer notre façon de vivre. Ben oui, mais ça, on disait ça il y a 3 ans. C'est pas réglé encore. C'est pas réglé encore. Pas de l'actualité. Et donc, c'est ça. Fait que dans ce contexte-là, pour que ce soit vraiment pertinent, ces intelligences artificielles-là ont besoin de l'être humain. Et c'est sûr qu'à moyen et à long terme, elles vont être autonomes puis elles vont être capables de faire. D'ailleurs, il existe déjà, évidemment, moi, mon domaine, c'est la technologie. Il existe déjà un site web français. Il en existe aussi en anglais, mais je suis de très près celui qui est en français, qui génère un site d'information sur l'actualité technologique et il s'autogère. Donc, il fait les articles, il fait l'illustration, il fait la publication. Et ce n'est pas le site le plus intéressant à suivre. Mais l'exercice est intéressant et ça montre ce que ça pourrait être à moyen et à long terme. Alors, mais déjà, on commence à avoir des balbutiements. Mais justement, c'est quoi la place de l'être humain dans l'avènement d'un tel outil comme ChatGPT?
Ben, ça revient à la place que vous lui donniez dans votre question précédente, c'est-à-dire que pour le moment, les intelligences artificielles, ce sont d'excellents assistants de l'être humain. Et c'est dans ce sens-là où on doit les utiliser. C'est-à-dire qu'ils nous facilitent la vie, ils complémentent les outils qu'on a autour de nous, mais ils ne peuvent pas faire le travail complètement à notre place. À part, je dirais, même peut-être dans les industries 4.0, là, les chaînes de montage, chaînes d'approvisionnement et choses du genre, où ils arrivent à remplacer des emplois, mais pour le moment, là, il y a encore besoin d'êtres humains qui les entourent, qui les encadrent. Et peut-être qu'à moyen terme et à plus long terme, là, ils vont être capables d'être autonomes. Justement, on en a parlé au tout début avec la biographie qu'on a fait en votre nom. Bon, ChatGPT n'a pas nécessairement toujours raison. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut se fier sur ChatGPT pour avoir des informations véridiques? Jamais. 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 Je ne vais pas juste vous donner ça comme réponse, ça va être plat. Mais c'est ça, il faut être conscient que quand on ne connaît pas un domaine, on ne peut pas demander à ChatGPT de nous donner cette information-là parce que il va nous affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Le meilleur exemple, c'est la bio que vous avez faite là. Donc, si vous ne connaissez pas le sujet, vous serez en mauvaise posture pour juger de l'intérêt et de la qualité de l'information. Donc, si vous êtes dans un domaine que vous connaissez, ben là, allez-y, demandez-lui ce que vous voulez, puis vous pourrez toujours relire, je vous implore de lire avant de publier ou communiquer ce texte-là, parce qu'en bout de ligne, c'est vous qui aurez l'air faux. Mais donc, c'est de voir ce qui a été écrit. Mais si vous êtes dans un domaine que vous ne connaissez pas, alors là, on prend le principe qui guide la profession des journalistes et on vérifie et on va chercher 2 sources pour corroborer. S'il y a des dates qui sont mentionnées, il faut les vérifier. S'il y a des titres qui sont mentionnés, s'il y a des moments charnières dans votre histoire qui sont mentionnés, c'est important de les contre-vérifier. Puis là, après, ben, vous aurez fait comme disait Shakespeare, votre due diligence par rapport à ce texte-là. J'adore, c'est super intéressant. Puis justement, bon, on parle de la véracité des informations qui sont fournies par ChatGPT, mais outre ça, comment est-ce que ça peut bonifier le travail des professionnels en communication, cet outil-là? Ça peut tellement simplifier la vie. En partant, je pense qu'il n'y a personne qui nous écoute présentement qui n'a jamais vécu le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire qu'on commence un projet, on commence une rédaction, puis on dit par où je commence? Bien, il n'y a rien de mieux qu'un assistant aussi disponible que ChatGPT, pour ne pas nommer les autres, et de lui demander, j'ai besoin d'écrire, de commencer, d'avoir des idées ou des angles pour parler de tel ou tel sujet. Bien, ça, vous allez voir que ChatGPT et les autres sont pas mal bons là-dedans. Ils vont vous décliner des angles, des points qui pourraient être d'intérêt. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis amusé parce que j'étais à la veille d'aller donner une conférence sur l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, je pense que c'était la veille, puis c'était déjà tout écrit, je savais ce que j'allais dire. Et j'étais à la pharmacie avec ma blonde et à un moment donné, en attendant, je me branche sur ChatGPT, je dis, donne-moi le plan d'une conférence de 60 minutes sur l'intelligence artificielle. Wow. Sorti un plan qui tenait dans 60 minutes avec le minutage, avec tant de temps sur tel élément de tout ce que je vais parler. Dans tout ce qui avait sorti, il y avait un point auquel je n'avais pas pensé et que lui m'a proposé. Et je l'ai rajouté et c'est là-dessus que j'ai eu des questions dans la salle. C'est vrai? Ouais. Wow. Intéressant, très intéressant. Puis, justement, en tant que communicateur, est-ce que c'est éthique d'utiliser des outils comme ChatGPT ou se dresse la ligne entre c'est nous qui faisons la requête, mais après ça, c'est ChatGPT qui fait une grosse portion du travail? À quel point est-ce que c'est éthique, l'utilisation d'outils de ce genre-là? Bien, je pense que ça va aller avec le type d'utilisation que vous faites de l'outil. Si c'est pour vous inspirer, si c'est pour vous aider dans la rédaction d'un document, mais vous aider, pas lui faire la rédaction, là, je pense qu'il n'y a pas de problème et c'est comme utiliser un dictionnaire ou utiliser Google ou utiliser Wikipédia pour aller plus loin dans sa réflexion puis après revenir puis taper son affaire. À une autre époque, j'aurais parlé d'une vieille encyclopédie en papier, mais là, ça existe plus. C'est différent. Exactement, c'était une autre époque, mais on s'en servait aussi pour faire la rédaction. Mais là, donc, quand c'est purement inspirationnel ou ça fait partie des sources qui nous alimentent, ça va. Mais quand un travail, une présentation, j'ai vu à un moment donné
Ça date d'il y a quelques mois, mais je sais que maintenant, ça se fait assez facilement. Il y a quelqu'un qui, à titre d'exemple, là, avait demandé à ChatGPT de lui monter une présentation PowerPoint avec 10 slides et 10 diapos et qui portait sur la musique américaine rock. Et l'intelligence artificielle avait été capable de lui monter, mais vraiment le kit au complet. Il l'avait pris, puis par la suite, il l'avait mis dans PowerPoint. Et Tel quel. Tel quel. Et il OK. avait eu une présentation à laquelle il y avait même eu des propositions d'images, d'illustrations que lui a été faire par la suite sur Midjourney. Et donc, la présentation était là. Quand vous êtes rendu à ce point-là, je pense que c'est important de le mentionner. Oui, définitivement. Là, je n'ai pas encore vu de campagne de communication à 100% ou même à 80% montée par un agent conversationnel, là. Mais c'est sûr que rendu là, je pense que ça prendrait de la transparence vis-à-vis aux clients. Évidemment, ce qui va arriver, et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de voir jusqu'où vous l'utilisez, parce que quand vous parlez de transparence et d'éthique, faut savoir comment on l'utilise, puis après, à partir de où ça dénature un peu les services qu'on donne. Si, à un moment donné, je ne sais pas, moi, votre bot, vous vous mettez à l'utiliser, mais genre à fond, là, puis vous arrivez avec un brief de client, puis ben, qu'est-ce que tu nous proposes, ChatGPT? On a une commande du client, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et que la machine vous sort le plan de communication. Là, il y a un problème. Puis peut-être que vous devriez penser à changer le nom de l'agence. Mais justement, ça m'amène à une autre question. ChatGPT, s'il reçoit des requêtes, va souvent proposer les mêmes solutions, les mêmes options. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Si on pose, nous deux, là, on s'en va sur ChatGPT après, puis on pose la même question. Est-ce que ça va être similaire, ce qui va en ressortir, ou pas du tout? Il faudrait d'abord qu'on pose la même question. Oui, exactement, textuellement la mais même comme chose. Oui, mais comme vous êtes meilleur que moi, vous allez mettre des paramètres différents que les miens. Et vous allez être plus précise que moi sur ce que vous voulez avoir, bien, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Okay. Parce que les paramètres que vous allez ajouter vont faire que ChatGPT va aller chercher d'autres types d'informations pour s'inspirer et vous composer la réponse à votre requête. Et tout passe dans l'art de la requête avec ces agents conversationnels-là. Et c'est pour ça qu'il y a des compagnies qui offrent jusqu'à 150 000, 200 000 $ comme salaire pour des gens qui savent maintenant faire d'excellentes requêtes parce que le nerf de la guerre, ça se passe dans les requêtes. C'est vrai, wow. Et pour votre information, le petit test que vous avez fait, c'est sûr que moi, au début, au mois de novembre, quand ChatGPT est sorti, j'étais juste curieux de savoir et je faisais de la recherche sur des personnalités. Puis au début, il disait que c'était une intelligence artificielle et qu'il ne pouvait pas connaître les gens. Avec le temps, ben, à force de se faire poser des questions, ils ont bien vu qu'il y avait de l'intérêt pour connaître les gens. Et là, maintenant, quand on lui pose une question sur quelqu'un, ChatGPT va réussir à aller chercher l'information et revient avec. Mais à l'époque, moi, je me souviens que j'avais fait la recherche à mon sujet, un peu comme on se Google, alors on se ChatGPT. Ben oui, on se ChatGPT aussi. Ben oui, puis je vais vous dire que moi, j'avais fait une requête par rapport à moi, genre tout simplement qui est Bruno Guglielminetti, et sa réponse n'avait rien à voir avec celle que vous m'aviez donnée. C'est vrai, donc ça a évolué dans le temps déjà. Oui. OK, exactement. très intéressant. Puis, on parlait justement de la part de ChatGPT, bon, pour développer des outils, du contenu, mais est-ce que ChatGPT a un apport créatif aussi? Ah ben oui. Ben, ça dépend où est-ce que dans votre tête, vous considérez comme du créatif, mais du moment que vous lui demandez de vous soumettre des idées, ben là, on est dans le domaine du créatif. Ben oui. Si vous lui demandez de vous écrire un bout de paragraphe ou même vous lui donnez votre texte et vous lui demandez de le bonifier, de rajouter des citations. Ben, si ce n'est pas de la création, je ne sais pas ce que c'est. Ben non, clairement que c'est de la créativité, de la création. Et c'est ça. Puis moi, je m'amuse des fois à aller, j'ai un texte à faire, j'écris, puis après, je vais le mettre dans ma chaîne juste pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Des fois, il y a un petit paragraphe que je dis, j'aime mieux cette tournure-là. Mais c'est comme si j'avais quelqu'un d'autre qui me relisait. Mais là, c'est ChatGPT. Exactement. Mais c'est quand même moi qui ai écrit le texte. Ben sauf qu'à un moment donné, j'ai été me tourner une petite phrase. Merci beaucoup. Puis justement, quand on vient à l'aspect, bon, oui, c'est un outil, mais si on pense à un poste de stratège au sein d'une entreprise, quand on pense que ChatGPT peut développer un plan de communication avec une simple requête, le stratège, quelle est sa place dans ce genre de contexte-là?
Ah, ben pour le moment, le stratège en communication, je m'excuse de rire parce que ça ne sera pas drôle quand ça va arriver, mais en pleine gestion de crise, là, le chat GPT, il ne sera pas très performant. Ah, Quand il va y avoir des enjeux réputationnels, il ne sera pas très performant. Il va vous donner des pistes, mais il n'y aura pas toutes les données pour arriver à moins que l'entreprise roule 100% en utilisant ChatGPT, là, et que tout le monde fait tous les requêtes à partir du même compte, là, il connaîtrait l'ADN de l'organisation. Mais en passant, ça ne serait pas prudent parce que ce que vous mettez là-dedans, ça devient public. Donc, je pense qu'il en serait probablement trop pour la santé et la réputation de votre entreprise si ça devait s'inventer à l'extérieur ou qui devrait utiliser une partie de cette information-là pour alimenter quelqu'un d'autre. Mais là, ça, c'est un bon point, l'aspect public. Mais il y a déjà eu des histoires. Il y a des ingénieurs de Samsung en Corée du Sud qui, voulant bien faire, ont testé des prototypes sur ChatGPT. Et en même temps, ils ont donné des secrets industriels à OpenAI, puis des ingénieurs, puis on peut fabuler, là, un ingénieur qui aurait eu à quelque part sur la planète cette même problématique, elle lui pose une question. Et là, ChatGPT dit, ah ben moi je sais comment tu pourrais régler cette histoire-là. Ça, c'est un autre ingénieur ailleurs dans le monde. Oh non! Ouais. Donc, il faut être prudent avec ce qu'on demande, les requêtes qu'on fait, les informations qu'on offre à ChatGPT, parce que ça peut être... toutes les informations d'ordre personnel pour les individus et toutes les informations d'ordre stratégique pour les entreprises, je déconseille de les donner à ChatGPT ou même de les inscrire dans votre requête. Très intéressant. On sait aussi que ChatGPT a déjà beaucoup évolué depuis sa première version à aujourd'hui. Comment, selon vous, est-ce que l'intelligence artificielle va nous épater dans un futur proche? Ça va être difficile de faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire présentement quand on l'utilise beaucoup. Là. Ouais. Mais c'est sûr que le fait que maintenant ChatGPT 4 soit branché à l'Internet, on vient de faire tomber les barrières. Oui, parce que la première version arrêtait à 2021, c'est ça? Les informations? Oui, c'est ça. En décembre 2021, là, les données. Les données, c'était tout ce qui était avant décembre 2021. Exactement. Et là, la version la plus à jour aurait accès à toutes les informations en temps réel. Elle est branchée sur Internet et donc, par exemple, au site d'actualité, si on lui demande quel est le président de tel pays ou le premier ministre d'un autre pays, là, cette information est là et ça devient pertinent et intéressant quand on lui demande de poser un jugement ou d'amener de l'information à partir d'informations factuelles là, du quotidien. Ça, c'est intéressant. Mais c'est sûr que là, on se parle juste de ChatGPT, mais c'est pas eux. Eux ont été un peu comme le gros Google qui sont arrivés à un moment donné et qui ont fait l'éducation des gens. Mais moi, je regarde, je vous disais qu'à l'UQAM, je n'ai pas étudié à l'UQAM, mais j'enseigne à l'UQAM. Cette session-ci, aux étudiants qui étudient en journalisme, j'avais un cours qui portait uniquement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production médiatique. Mm-hmm. Et donc, ils ont appris à créer des voix de synthèse. Ils l'ont fait dans le cours. Il y en a qui l'ont utilisé pour l'examen final. Ils ont appris à faire leur musique. Ils ont appris à faire du montage. Ils ont appris à faire, évidemment, des textes. Donc, puis là, je ne parle même pas de Midjourney ou d'autres, DALL-E, qui permettent de faire des illustrations. Je ne parle même pas des nouvelles maintenant qui permettent de faire de la vidéo, de créer carrément des séquences vidéo par ordinateur. Donc, le prochain choc ne viendra probablement pas de ChatGPT, mais viendra d'une autre intelligence artificielle qui, elle, sera accessible aux gens et leur permettra de faire de belles choses et probablement de moins belles choses. Justement, parlant des médias, il y a des agences de presse qui ont pris la décision de faire de la création de contenu, création journalistique uniquement via l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait une couple d'années que ça existe, sauf que ça ne se disait pas nécessairement, mais dans les grandes agences de presse et même dans les grandes rédactions, oui. Il y avait, notamment dans la section de sport, où c'est toujours les mêmes maudites expressions qu'on utilise pour revenir sur le match de la veille de baseball ou le match de golf ou de hockey. Et donc, à un moment donné, on a arrêté de demander aux plus vieux de la salle de nouvelles ou aux plus jeunes de la salle de nouvelles de faire le texte du match de la veille. Là. Et maintenant, depuis quelques années, ces textes-là sont rédigés par des intelligences artificielles.
C'est le robot à qui on donne le data des données du match et lui se fait un méchant plaisir en quelques secondes de faire le résumé du match et c'est ce qu'on va imprimer à l'époque, qu'on imprimait dans le journal, maintenant qu'on retrouve dans des sections spécialisées là, sur les sites. Ça, ça fait déjà partie du décor. Alors là, moi, je trouve ça intéressant de voir, puis c'est drôle parce que récemment, je participais à une discussion européenne, africaine, là, sur le sujet du journalisme assisté par intelligence artificielle. Et c'était un peu ça qu'on se disait. C'est que c'est sûr que, là, je vous parlais d'un site web qui existe et qui est généré par l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'on va en voir de plus en plus. Il y a déjà même des radios, là. Il y a Chat ou GPT Radio, ou Chat Radio. C'est GPT Radio qui existe, qui vient de Springfield. D'ailleurs, Rogers Media vient d'acheter la technologie et dans une 50aine de ses stations à travers le Canada, ça va être des DJ virtuels qui vont être là pour animer la station de radio. Donc, ça, c'est la radio. Mais pour les journaux, pour les médias écrits, entre guillemets, ça, on va le voir apparaître. Sauf que, en bout de ligne, on pourrait se retrouver, disons, là, on jase, on pourrait se retrouver dans un paysage où tout est créé par l'intelligence artificielle. Les médias qui seront probablement les plus intéressants et les plus pertinents, ce sera quand même les médias où il restera des journalistes humains pour traiter la nouvelle. Et si ce n'est pas pour la traiter, c'est du moins pour aller la chercher. Parce que pour le moment, l'intelligence artificielle, c'est bien beau sur votre bureau, mais ça ne part pas en métro ou en auto dans une conférence de presse. Et ça ne va pas faire une entrevue avec grand monde pour le moment. Ça ne fait pas d'enquête encore. Je dis toujours encore. Encore. Mais donc, est-ce qu'on pourrait penser que ça pourrait venir un jour? Ah bon. Donc, il n'y a rien d'impossible, si je comprends bien. Écoutez, moi, ça va faire bientôt 30 ans que je couvre la technologie, puis je peux vous dire qu'il n'y a rien d'impossible. Oh, wow. C'est impressionnant. Merci beaucoup, Bruno, pour cet échange. Justement, on invite les auditeurs à bien sûr écouter ton podcast Mon Carnet, l'actu numérique. Mais sinon, comment est-ce que les gens peuvent te suivre? Le plus simple, c'est en passant par moncarnet.com, qui est le blog où on entend la radio en direct, on entend le podcast une fois par semaine, le vendredi. Sinon, il y a mes publications de Twitter qui sont là aussi. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que j'écris. Génial. C'est beaucoup déjà. Merci beaucoup pour votre temps. C'est super apprécié. Merci de l'invitation, Audrey. Avec plaisir. Donc, c'était mon entrevue avec Bruno Gugliel-Minetti. J'ai trouvé vraiment que c'était une entrevue super pertinente. J'arrivais pour faire cette entrevue-là en ayant très peu d'informations au sujet de ChatGPT. Daphné et moi, on en avait parlé ensemble un peu, mais ça a vraiment mis en lumière, justement, qu'est-ce qu'est l'outil, c'est quoi ses limites, mais c'est aussi c'est quoi sa plus-value pour nous dans l'industrie des communications. Donc, vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus de cette entrevue-là avec Bruno? Cette technologie-là va à une vitesse folle puis qu'on n'a encore rien vu, je pense. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, qui m'interpelle davantage dans notre domaine en communication, c'est tout ce qui est la question de l'éthique reliée avec l'utilisation de cet outil-là. Puis ça me force à me poser des questions sur l'avenir de notre industrie aussi, comme professionnel en relations publiques, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle depuis un bon moment déjà, bien évidemment, mais comment cet outil-là peut nous permettre de faire avancer notre profession d'une part, mais aussi de comment nous positionner comme des experts et des conseillers pour nos clients. Donc, la question de l'éthique dans l'utilisation des technologies artificielles, c'est pas depuis hier qu'on en parle. C'est un sujet complexe qui est en constante évolution, bien évidemment. Mais dans mes lectures, je voyais que OpenAI, qui est l'inventeur de ChatGPT, a pris quand même plusieurs mesures pour garantir que l'outil soit développé de manière éthique. Par exemple, pour éviter, par exemple, la propagation de la désinformation ou des préjugés dans les modèles de ChatGPT en limitant la portée de certains de contenus qui peuvent être faux. Aussi en surveillant activement l'utilisation de ce modèle-là, puis en mettant en place des mécanismes pour signaler le cas de mauvaise utilisation. Donc, il y a aussi l'aspect des données, la confidentialité des données aussi. Donc, par exemple, Bruno disait justement tout à l'heure que
c'est important de ne pas mettre des informations confidentielles dans ChatGPT parce que ces informations-là, après ça, se retrouvent sur le web. Donc, une entreprise, par exemple, qui pourrait dire je vais faire mon rapport annuel en utilisant ChatGPT, erreur. Donc, mais tu sais, on parle de données financières, mais des fois, ça peut être des données personnelles dont on ne pense pas que la portée peut être ensuite réutilisée dans l'outil. Donc, ça, c'est à réfléchir pour nos clients aussi. Qu'est-ce qu'on fait des informations? Ou du code aussi. Donc, il y a plusieurs programmeurs qui l'utilisent pour vérifier leur code, mais il y a des codes qui pourraient permettre à des gens d'entrer dans vos données électroniques. Donc, si vous mettez le code d'un secteur sécurisé sur votre site web, sur ChatGPT, bien, sachez que c'est disponible après à tout plein d'autres gens. Donc, il faut faire attention, évidemment, à la façon qu'on nourrit l'intelligence artificielle. Sérieusement, je pense que ça, c'est un des éléments qui m'a le plus surpris de cette entrevue-là avec Bruno. Je ne savais pas que ce qu'on mettait sur ChatGPT, encore une fois, je réitère, là, j'arrivais là en ayant très peu de connaissances sur ChatGPT, mais j'étais pas au courant de l'impact que ça pouvait avoir, puis à quel point les données devenaient publiques par la suite. Oui, d'une part, il faut faire attention, avec aussi la confidentialité des données, respecter la vie privée des utilisateurs aussi. Donc, tu sais, ça revient au fait de dire que tout ce que tu vas inscrire en termes de questions puis de requêtes, ces informations-là vont se retrouver ensuite sur le chat puis à la disposition de tous les utilisateurs. Mais par contre, je me suis aussi posé comme question, comment ça peut nous être utile, nous, en relations publiques? Parce qu'il y a quand même des côtés positifs. Là. Oui, ça nous permet d'utiliser l'information qu'on trouve en termes de création de contenu, donc générer des idées, du contenu, rédiger des articles de blog, des communiqués de presse. J'ai même fait le test rapidement en rentrant de l'information sur une nouvelle boisson, compagnie A, compagnie B, qui collaborent ensemble. Bref, ça m'a généré un communiqué de presse, une base de laquelle j'ai pu constater que c'était quand même une très bonne base sur laquelle je pouvais poursuivre ensuite ma réflexion. Donc, création de contenu, comme je disais. Les chabots aussi de service client, tu en parlais tantôt, les chats existent depuis toujours, mais en même temps, ça peut être utilisé pour répondre de manière efficace puis rapide, puis améliorer la satisfaction des clients aussi, puis la réputation de l'entreprise par le fait même. Donc ça, c'est une utilisation qu'on oublie aussi, qui existe depuis longtemps. Surveiller les tendances aussi, étant donné qu'on est en temps réel, nous, comme communicateurs, on peut justement aller voir qu'est-ce qui se passe en termes de tendances, en communication. Puis ça nous permet ensuite, en tant que professionnels, de réagir rapidement en temps de crise peut-être, mais aussi en gestion de réputation pour nos clients. Donc, tu sais, on peut rapidement aller voir ce qui se passe en termes de tendances en communication. Puis sinon, l'automatisation de la communication, donc envoi de courriel personnalisé, planification de publications sur les réseaux sociaux, ça nous permet, nous, de gagner du temps. Et gagner du temps pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en retour qu'on est en mesure de mieux faire notre travail en termes de conseils. Puis c'est là qu'elle est notre plus-value en tant que professionnel. C'est oui, ChatGPT va nous produire une base de contenu, mais ensuite, la stratégie qui vient avec cette diffusion de contenu-là, puis toute la stratégie de communication, ça prend un humain derrière ça. Donc ça, on ne pourra pas, ChatGPT ne pourra pas le faire pour nous. Donc, c'est là qu'en tant que professionnel, je pense qu'il est important pour nos clients de démontrer notre plus-value, que oui, on peut s'aider avec ces outils-là, au même type que Google nous aide à faire des recherches. Nous, ensuite, il faut utiliser ça, ces outils-là à bon escient. Daphné, justement, toi, tu as mis ChatGPT au banc d'essai pour des clients déjà. Oui, en fait, le contenu que les clients ont reçu, évidemment, c'est pas ChatGPT qui l'a produit. ChatGPT a encore beaucoup de limites en termes du ton, du contexte aussi. Puis, il est aussi limité dans les données auxquelles il a accès si c'était pas sur Internet en 2021. Donc, j'ai pas testé ChatGPT 4 encore, mais sur ChatGPT 3.5, dans le fond, c'est limité à 2021. Fait qu'on s'entend que je suis quand même limitée dans ce que je peux fournir comme information à l'IA pour produire du contenu. Donc, mais pour le syndrome de la page blanche, c'est un outil incroyable. Ça permet de faire... moi, je l'ai testé pour un article de blog. Donc, j'ai demandé la structure d'un article de blog sur un sujet X, puis il me l'a sorti. Évidemment, j'ai dû remanier, j'ai dû changer la structure. Premièrement, en résumé,
pour conclure. Oui, si vous vous demandez plusieurs fois à ChatGPT de vous rédiger un article de blog, vous allez voir toujours la même structure. La Donc, structure est identique à c'est chaque tout le fois. temps la même chose. Donc, évidemment, ça prend un humain, comme tu disais, Julie, ça prend quelqu'un en arrière qui va le tenir par la main, l'outil. On n'est pas encore... Et ça va venir. Ça va venir, il va y avoir un outil un jour qui va être encore plus performant que ChatGPT, puis ça sera probablement pas une évolution de ChatGPT, ça risque de venir d'ailleurs, mais il va en avoir un qui va être capable d'être encore plus performant puis nous fournir du contenu de meilleure qualité. On n'est pas encore là. Il faut le tenir par la main. Au même titre, quand on était un peu plus jeune, quand Wikipédia a fait son apparition, Wikipédia n'était pas considéré comme une source fiable. Bien, ChatGPT n'est pas une source fiable de contenu. Donc, il faut le tenir par la main, il faut lui le diriger vraiment où on veut qu'il s'en aille. Il faut vérifier les données, évidemment. On l'a vu dans l'entrevue avec Bruno, sa bio n'était pas exacte. Pas du tout. Donc, il faut faire ça. Puis, à ce moment-là, nous, en tant que professionnels des communications, notre devoir, c'est d'améliorer notre pensée critique, puis d'être capable de développer des meilleurs réflexes par rapport à ces outils-là. On peut aller s'informer sur ce que les autres ont posé comme question à ChatGPT, les résultats qu'ils ont eus sur le serveur Discord de OpenAI. Il y a une série de demandes qu'on peut faire à ChatGPT puis qui indiquent les résultats que ça a obtenus pour mieux faire des demandes. Puis, dans le sens, dans la forme? La requête. Comment on va formuler la requête? Comment les requêtes sont formulées, ce qu'ils ont donné comme indication pour le ton, pour le contexte, pour développer une structure. Donc, ça, il faut lui donner cette information-là. Il faut lui dire qu'est-ce qu'on veut pour qu'il nous donne ce qu'on veut. Puis je serais curieuse de savoir, tu l'as testé, toi, pas mal plus que nous. Est-ce que c'est préférable de faire des requêtes en anglais en premier, puis après ça, voir ce que ça donne comme résultat, puis ensuite, on peut traduire le contenu, ou c'est aussi efficace en français? Moi, je le trouve très efficace en français. Ouais. Même pour faire des traductions de contenu anglophone, je l'ai testé parce que j'étais bloquée sur certaines terminologies. Donc, on sait que plusieurs de nos clients chez Capital Images sont anglophones, viennent du reste du Canada, puis ils veulent avoir une visibilité au Québec. Donc, on travaille beaucoup en anglais. Puis, des fois, on a besoin d'un certain contexte francophone qu'on n'a pas en anglais. Donc, je l'ai testé dans ce format-là, puis il est très performant en français. Donc, des fois, par rapport aux termes, au contexte, etc., je l'utilise en anglais, parfois en français, dépendamment aussi de où je vais amener mes recherches après. C'est sûr qu'en marketing numérique, ce que je fais beaucoup, il y a beaucoup d'informations qui se trouvent en anglais. Donc, si je m'en vais là-dedans, je vais peut-être aller plus en anglais. De mon côté, j'étais vraiment réfractaire à l'idée d'utiliser ChatGPT, puis je l'ai utilisé tant en français qu'en anglais, puis j'ai été agréablement surprise de qu'est-ce qu'il nous proposait dans les deux langues. Que ce soit, par exemple, moi, la forme avec laquelle j'ai le plus utilisé ChatGPT, les requêtes que j'ai le plus demandées jusqu'à présent, c'est, par exemple, de peaufiner une phrase ou de tweaker en anglais une phrase quand j'avais des petits blocages ou que je trouvais que c'était pas assez fignolé à mon goût. Puis pour être honnête, tant en français qu'en anglais, je trouve que le rendement était excellent. Moi, je l'ai fait pour la recherche de nouveaux slogans. Bon, ça m'a amené des pistes. On s'entend que j'ai rien choisi qui se retrouvait sur les recherches que j'ai faites, mais ça m'a quand même amené sur des pistes qui ont poursuivi ma réflexion. Fait que comme n'importe quel outil, je pense qu'il faut utiliser justement notre esprit, notre jugement critique, puis de dire, tu as besoin d'avoir une base d'idées avec laquelle tu pars puis tu travailles. Puis après ça, ben tu utilises ton contexte, tu utilises ton expertise pour peaufiner ça, mais ça demeure un outil quand même intéressant pour nous en tant que communicateurs pour partir avec quelque chose. Puis justement, ça m'amène au point où cette percée-là touche quasi toutes les industries. C'est pas juste l'industrie des communications qui est touchée par l'avènement de ChatGPT. On voit notamment nos amis, les journalistes, qui, eux aussi, sont, on peut dire, froissés par l'avènement de cette percée-là. Par exemple, il y a des agences de presse qui maintenant ne font que de l'intelligence artificielle. Il y a le site d'actualité technologique CNET qui a ouvert la voie en déployant l'année dernière un programme d'intelligence artificielle pour rédiger certains de ses articles.
Évidemment, par la suite, c'était le début. Il a été contraint par la suite de publier plusieurs corrections après que d'autres sites d'information aient remarqué que c'était le robot de ChatGPT qui avait commis des erreurs qui parfois étaient graves. Mais par la suite, CNET a aussi annoncé des suppressions d'emplois, a expliqué que c'était pas la faute de ChatGPT ou la faute de, par exemple, l'intelligence artificielle qui avait la suppression de ces emplois-là, mais on peut noter un certain lien potentiel entre les deux. Puis aussi, au niveau du journalisme, par exemple, il y a Journalism AI, qui est une initiative mondiale qui incite les organismes de presse à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. Donc, ça aussi, c'est intéressant qu'il y a des sous-branches de l'intelligence artificielle qui se créent pour les industries spécifiquement. Puis on l'a vu aussi dans l'actualité dans les dernières semaines, c'est vraiment ChatGPT, un outil qui vient froisser toutes les industries. On le voit, par exemple, dans les universités, les étudiants qui vont utiliser ChatGPT pour rédiger des documents, des mémoires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui froisse tout le monde un peu, j'imagine, comme l'avènement du web il y a plusieurs années ou différentes nouvelles technologies qui arrivent sur la map. Mais qu'est-ce qui est important aussi de prendre en note, on l'a dit, je pense, dans tous les échanges qu'on a eus, c'est que l'intelligence artificielle vient aider. Ça ajoute un petit oomph, une petite bonification à ce qu'on peut créer, mais ça ne va jamais remplacer l'humain qui est le stratège derrière tout ça. Là. Comme je viens de dire, il y a différentes industries qui sont touchées ou concernées par l'avènement de l'intelligence artificielle comme ChatGPT. Est-ce que vous, de votre côté, outre les communications, le journalisme ou les professeurs en enseignement, est-ce qu'il y a d'autres industries que vous avez remarquées ou que vous pensez qui vont être touchées par ChatGPT? Mais je pense que ça touche toutes les sphères de notre société. Là, on a lu dernièrement des industries, l'industrie touristique. Je lisais dans la presse un dossier intéressant sur un journaliste qui a fait une requête pour avoir une espèce de guide touristique à Montréal. Donc, il pose des questions à ChatGPT pour faire le tour de Montréal, les endroits où aller, visiter, les restaurants à aller. Puis, la moitié du temps, il y avait des erreurs, soit dans l'ouverture des restaurants, le restaurant était fermé à l'heure où il demandait de prendre une réservation. Surtout maintenant. C'est ça, surtout maintenant, mais d'après moi, il y avait la version 3.5 qui n'était pas sur Internet. Donc, tu sais, puis là, c'est ce qu'il disait, c'est que, tu sais, ça va venir, mais là, justement, ChatGPT va être en lien avec, justement, toutes ces informations-là en temps réel sur les commerces. Bref, l'industrie touristique. Je lisais un autre article super intéressant sur des métiers, comme une dame qui fait des patrons avec du tissu, puis qui a décidé d'utiliser ChatGPT pour lui donner des idées de patrons. Puis elle disait que dans la plupart des cas, c'était des bonnes idées, mais que ça lui générait justement une base d'idées à laquelle elle partait, puis ensuite elle faisait ses propres patrons. Mais je pense que ça bouleverse notre société de manière générale. Puis là, on est comme en période de transition où on se dit, OK, c'est quoi cette bébite-là? Comment ça peut nous être utile, mais en même temps, ça fait peur parce que ça va tellement vite. C'est comme n'importe quoi. Quand comme tu disais, Daphné, quand Internet est arrivé, ça a bouleversé notre société, mais après ça, les humains ont pu, à travers le temps, en faire une utilisation judicieuse, mais il reste qu'il y a beaucoup de choses à surveiller. Ça pas toujours judicieux. Non, c'est ça. Plus maintenant, mais on est capable d'en tirer profit comme n'importe quoi. Mais en effet, je pense que ça bouleverse pas mal tous les domaines. Là. Absolument. Puis, en fait, ChatGPT est en train de devenir un peu ce que, je crois, Apple voulait avec Siri. Ou Alexa ou Google Home, peu importe, on peut les donner. Donc, ça c'est en train de devenir vraiment un assistant incroyable avec qui on peut avoir une conversation complète. Donc, la prochaine étape sera peut-être un nouvel outil qui va le faire de façon vocale aussi. Un ChatGPT physique? Peut-être, un hologramme. On ne peut que rêver à ce point-ci, mais ce sont toutes des choses qui, je crois, s'en viennent. Il y a probablement des gens qui travaillent très, très fort en ce moment pour nous présenter ce type de produit. Je pense pas d'ici 5 ans. Là. Non, c'est probablement dans la prochaine année. Si on se refait un balado dans 1 an, je serais curieuse de voir ça va être où on sera rendu à ce moment-là, puis de faire une comparaison avec aujourd'hui. C'est un rendez-vous.
C'est un rendez-vous. Merci à vous deux d'avoir pris le temps. Je pense qu'on aurait pu continuer la conversation encore longtemps, mais ça a été super intéressant. Sinon, on invite les gens à nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute, sur le site web de Capital Image aussi pour suivre tous les épisodes du balado. C'est comme ça. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt. Merci.